Bonjour à tous, je suis heureux de vous annoncer l'ouverture de la billetterie du 7e congrès Innovation en éducation qui se tiendra les 21 et 22 février 2026 au Palais des Congrès de Nîmes. 10 conférences, 40 exposants, 16 ateliers participatifs et plus de 650 personnes qui viennent de la France entière. J'ai hâte de vous retrouver les amis, à tout bientôt. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Ouais, je suis médecin anesthésiateur, je reste. On fait peut-être d'autres activités, mais on a toujours ça en soi. Et donc j'ai exercé ce métier avec beaucoup de passion pendant 35 ans, avec beaucoup de responsabilités aussi, puisque j'ai été élu président de conférence de médecine d'établissement par mes collègues chirurgiens, cardiologues, anesthésistes. Pour les représenter, j'ai été reconduit dans ce mandat 3 fois. Donc voilà, pendant 20 ans, je me suis occupé d'une petite clinique avec beaucoup de passion. J'ai créé une réanimation. J'ai aussi, je suis à l'origine d'un SAMU dans mon département, le SAMU 09. Tout ça pour vous dire que je suis bien ancré quand même dans le monde physique et matériel. Et puis j'ai eu une expérience personnelle qui a bouleversé ma vie, qui m'a fait comprendre que nous étions un esprit incarné. Et à partir de là, je me suis intéressé à ces expériences de mort imminente, que je préfère appeler expériences de mort provisoire. Et puis, je me suis aperçu que ces expériences faisaient du bien aux gens. Donc, faisant du bien aux gens, j'ai voulu trouver une technique qui permettrait de faire la même chose sans arrêt cardiaque. C'est quand même préférable, parce que c'est pas toujours devoir subir un arrêt cardiaque pour se trouver bien devant la mort et devant les angoisses de sa propre finitude et les douleurs du deuil. C'est dommage. Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de créer ces ateliers d'hypnose en reconstituant l'expérience de mort provisoire sous hypnose. Et ça a débuté en 2014, il y a plus de 10 ans maintenant, au Canada, à Montréal et Québec. Et puis, ça a pris de l'ampleur. Et puis, il y a eu d'autres activités en hypnose basées toujours sur la même thèse, une conscience délocalisée, dissociée d'une conscience cérébrale. Cette thèse a été d'ailleurs exposée dans une thèse de doctorat en médecine que j'ai dirigée. J'en ai dirigé plusieurs sur le sujet. Et pour dire que tout ça valide un petit peu de manière scientifique et rationnelle mes études et mes recherches sur toutes ces expériences. Voilà un petit peu en gros comment on pourrait me situer, en sachant que j'ai écrit aussi 22 ouvrages qui traitent de près ou de loin de ce sujet, des romans, des essais, enfin bref, tout se tient finalement quand on voit ce parcours assez atypique. Bien sûr. Qui ne plaît pas à tout le monde, évidemment. Alors, moi, la question qui me vient à l'esprit, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent se la poser, est-ce qu'on peut faire la différence entre conscience, âme, énergie, ou est-ce qu'on parle de la même chose ? J'ai l'impression qu'on parle de la même chose, mais avec des vocabulaires différents. Certains vont parler d'esprit, d'autres d'âme. Moi, je parle de conscience intuitive extraneurale parce que ça fait plus scientifique. Et puis, l'étudiant que j'ai dirigé n'aurait pas eu sa thèse de doctorat en médecine s'il avait parlé d'esprit ou d'âme à la place. Donc, il faut bien poser des mots qui correspondent à des concepts. Et on voit bien qu'on parle de la même chose. Et d'ailleurs, même dans ces expériences de mort imminente, que je préfère appeler provisoires, eh bien, les personnes vivent toute la même chose, mais ils vont le raconter de façon différente en fonction de leur culture, leur philosophie, de leur religion. Voilà. Ok. Mais voilà. Alors, pour toi, ça serait quoi la conscience alors du coup ? Mais la conscience, elle serait divisée en deux, en fait. Il y a une conscience analytique cérébrale qui est couplée aux 5 sens et qui, elle, analyse en permanence les choses, qui nous situe dans l'espace et dans le temps. Et puis, dissociée de cette conscience, dès qu'elle s'éteint, parce qu'elle est censurante, dès que des choses rentrent en dissonance cognitive par rapport à nos apprentissages et qu'il n'y a pas des éléments qui concordent à ce qu'on nous a appris comme étant le réel ou la logique, ça va être censuré par ce cerveau.
Et lorsqu'on n'a plus cette censure, c'est-à-dire que dès que l'activité cérébrale corticale diminue, comme en hypnose, ou pendant l'arrêt cardiaque qui est à zéro, eh ben, on a une expansion de conscience et on est relié à cette fameuse conscience intuitive extraneuronale qui nous donne toutes ces possibilités, être connecté avec les défunts, être capable de télépathie, de clairvoyance, être capable d'avoir des flashs sur le futur, être capable d'avoir des visualisations à distance, des phénomènes de remote viewing, enfin, tout ce qui est inexplicable par la théorie du cerveau qui sécrète de la conscience. Et en gros, finalement, c'est ça, l'actualisation ne s'est pas encore faite, ce changement de paradigme n'est pas encore fait. C'est vrai qu'il y en a qui l'acceptent, mais la majorité de mes confrères et de mes consoeurs préfèrent assimiler le cerveau à un sécréteur de conscience Ah, ok. plutôt qu'à un récepteur d'informations comme je le propose. Est-ce que ça sous-entend qu'on est dans un état modifié de conscience? Oui, on est dans un état modifié de conscience en hypnose. On l'est aussi, bien sûr, pendant l'arrêt cardiaque, puisque là, il fonctionne plus du tout, le cerveau. On l'est aussi pendant le sommeil, puisqu'il y a ces rythmes particuliers de sommeil paradoxaux et de sommeil lent. On l'est aussi pendant les comas. Enfin, on peut l'être aussi dans certains états modifiés avec certaines substances comme Ouais. l'iboga ou l'ayahuasca, des expériences transcendantes, des expériences chamaniques, la prière. Enfin, il y a tout un tas de situations où le cerveau rentre en phase de ralentissement. Et là, on a cette expansion de conscience. Alors peut-être que tu le connais, mais je perds à chaque fois son prénom. Il y a un jeune homme, tu sais, qui a la possibilité d'extraire sa conscience un peu comme il le souhaite et qui est Oui, suivi Nicolas en tout cas. Fraisse. Ouais, Nicolas Fraisse. Nicolas Euh, Fraisse, oui. parce Qui que est lui aussi, il étudié parle de par, conscience. ouais, il est étudié par Sylvie Détiolas au centre Isenoué en Suisse. Je connais bien ces chercheurs. Je les apprécie beaucoup Mhm. et ils font un travail fantastique. D'ailleurs, ils ont validé un certain nombre d'expériences avec lui qui montrent que nous sommes tous capables de sortir de notre petit carcan de matière pour avoir accès à des informations extra-neuronales. Par exemple, voir des scènes qui se trouvent à distance de son corps physique, comme ça a été le cas dans certaines de mes hypnoses où des gens ont vu ce qui se passait à distance de l'atelier où ils étaient sous hypnose. Ouais, c'est génial. Parce que, alors je sais pas s'ils ont totalement réussi, peut-être que toi tu le sais, mais il me semble qu'ils ont même mesuré le poids en fait de la conscience. Oui, alors ça, Pas totalement, ouais. non, ça n'a pas été D'accord. probant. Ils ont fait des essais, mais je trouve que c'est pas dans mon concept. Pour moi, les D'accord. informations, l'âme n'a pas de poids, c'est pas de la matière, donc Ok. on peut pas peser quelque chose qui n'a pas de poids. À un moment donné, on disait c'était 21 1 gramme parce qu'on avait vu Oui, la c'est ça. différence, c'est le delta au moment où, puis après, on a vu que c'était en fait le delta de l'incertitude de la pesée, quoi. Et D'accord. Ah oui, ok. c'était non, mais D'accord. c'est pas du C'est tout pas dans encore mon vraiment concept. vérifié, quoi. Non. D'accord. Et est-ce que tu penses, parce que lui, il a l'air de le dire, que ce serait même possible d'aller dans des civilisations, dans d'autres galaxies? Je sais pas, j'ai cru Oui, comprendre que ouais, bien d'accord. sûr. OK. D'ailleurs, dans certaines de mes hypnoses, il y a des personnes qui ont des contacts avec des consciences intergalactiques. Ah, incroyable. Et ça, OK. ça arrive assez souvent, à tel point que j'ai voulu et j'ai souhaité modifier le scénario hypnotique, puisque dans le scénario hypnotique classique, c'était l'expérience de mort provisoire, la TCH appelait ça transcommunication hypnotique. J'ai voulu modifier le scénario parce qu'il y en avait tellement que j'ai créé un autre scénario avec Étienne Dupont, l'ami, accès au monde invisible par l'hypnose, où là, donc, il y a en première phase une sollicitation, on va dire, de conscience intergalactique dans un scénario que j'ai imaginé, une suggestion que j'ai imaginée, où donc la conscience intuitive extranormale serait dégagée de toute contrainte matérielle et serait à l'affût des informations euh, intergalactiques, de conscience intergalactique. Et Ah, on a vraiment des choses très troublantes que je raconte pas dans mon dernier livre. Dans mon avant-dernier livre, Les pouvoirs cachés de l'invisible, où je raconte tout ça, ah ouais, c'est vraiment très c'est impressionnant. c'est assez bluffant. Puis tu me disais dans ta biographie qu'il y a plus de 60 000 personnes qui sont passées, j'allais dire, entre tes mains. Donc oui, j'imagine que des histoires, tu dois en avoir un paquet Oui, à oui, et puis rêver. ce livre-là, le dernier qui fait 320 pages, il aurait pu en faire 1000 parce que j'ai dû Bien, sélectionner vraiment, ouais, oui. donc la guérison spirituelle, le plus grand tabou de la médecine.
J'ai sélectionné certains exemples particuliers, marquants, mais j'aurais pu en mettre beaucoup plus. J'ai voulu ne pas saturer le lecteur de témoignages, en expliquant aussi qu'il était possible de soigner autrement que les méthodes classiques que je connais, puisque je les ai pratiquées pendant 35 ans. Donc je Bien sûr. peux évaluer la différence. Oui, c'est clair, ouais. Bah, justement, parlons-en, ça serait quoi, en fait, la guérison spirituelle? Ben, la guérison spirituelle, c'est tout ce qui n'est pas relié à la matière. C'est-à-dire que dès qu'on est en expansion de conscience, on peut recevoir des énergies et on peut solliciter ces énergies guérisseuses. Et donc, ça se passe dans mes ateliers d'accès au monde invisible par l'hypnose que je fais avec Étienne Dupont, mais ça se passe aussi en PCH, programmation cellulaire hypnotique, que je fais avec dans des cinémas, alors, où là, il y a plusieurs centaines de personnes qui sont réunies et sous hypnose, avec Éric Grange d'Oasis Voyage, qui organise ça formidablement bien. Donc, ça se passe dans les cinémas et les gens reçoivent des soins. Et c'est très étonnant. Moi, en tant que médecin, je n'explique pas les résultats que j'obtiens, Mmh. qui me OK. surprennent. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ces séances de PCH, parce que je me suis dit, si ça marche, il faudrait faire des soins énergétiques. Il faudrait faire sous hypnose des soins énergétiques et des séances qui soient dédiées qu'à ça. Et la PCH, c'est ça, c'est que les soins énergétiques. Donc ça se passe sur toute une journée. Ça débute à 9 heures et ça se termine à 18 heures, même Waouh, 19 heures. OK. Voilà. OK, Donc je fais 2 hypnoses d'1 h 30. OK. Dans la première hypnose, qui s'appelle déprogrammation cellulaire hypnotique, on va aller chercher les traumatismes, les blessures que l'on a connues dans sa vie actuelle, dans cette incarnation, mais aussi dans la vie fétale, mais aussi dans les incarnations précédentes, et aussi en transgénérationnel, parce qu'on se trimballe dans nos gènes des Oui. informations délétères quelquefois, Mmh. qui expliqueraient certaines phobies, certaines angoisses, certaines tristesses. Et lorsqu'on a localiser, identifier ces traumatismes, eh bien, on a la guérison de ces blessures et de ces phobies, de ces angoisses ou de ces mal-être par rapport à certaines situations. Et on va aller envoyer tout ça dans la lumière d'amour inconditionnel avec la guérison grâce au pardon, parce qu'il y a que le pardon qui peut guérir tout ça. Le pardon, on peut pas oublier les traumatismes, les blessures, c'est impossible. On Mmh. ne peut que les accepter en les pardonnant. Donc ça, c'est la première hypnose du matin. Et l'autre hypnose, l'après-midi, qui s'appelle la reprogrammation cellulaire hypnotique, où là, on va dédier de l'énergie en se servant des chakras. On va aussi pouvoir redonner de l'énergie en faisant recirculer l'énergie en se servant des méridiens d'acupuncture. On va pouvoir dédier de l'énergie dans des zones anatomiques stratégiques que j'ai choisies et aussi donner de l'énergie dans des zones anatomiques que l'on sait faibles, malades ou fragiles. Et on aura aussi la possibilité d'intercéder auprès de personnes fragiles pour faire monter leur corps éthérique sur la table de cristal pour qu'un être de lumière de son choix vienne soigner la personne. Et ce qui est très étonnant, comme tu as pu le lire dans le livre, c'est qu'il y a des prières d'intercession faites de cette façon qui fonctionnent avec des gens qui ont été guéris, alors qu'ils ne savaient même pas que cette démarche avait été faite. Donc, on peut pas parler de l'effet placebo là, Oui. puisque la personne ne sait pas. Donc, il y a eu ces guérisons que j'explique dans le livre aussi. Et dans l'accès au monde invisible par l'hypnose, c'est un petit peu la même chose que dans la PCH, mais avec moins de personnes, 45. Dans la première phase, la déprogrammation cellulaire hypnotique, on va trouver le bon et le mauvais côté des choses, de sa vie, de ses incarnations, etc. Et ça fait du bien aux gens. Alors moi, je Oui. dis aux médecins qui me disent mais c'est de l'exercice illégal de la médecine. Non, c'est pas de la médecine. Je prétends pas faire de la médecine. Je fais des hypnoses qui font du bien aux gens. Voilà. Et je suis content parce qu'il y a beaucoup de médecins qui viennent maintenant à ces Ah, ateliers, génial. qui participent eux-mêmes à ces ateliers. Dans mon dernier voyage que j'ai fait en hypnose, parce que je fais aussi des voyages avec Éric Grange, où on va dans des lieux particuliers. Dans le livre, je parle de ce qui nous est arrivé au Cambodge, où on est allé dans le temple d'Angkor Wat faire des hypnoses, et la rivière des Lingua, enfin, je raconte tout ça. Il y avait 25% de médecins Ah, c'est énorme. dans les participants. C'est énorme. Donc voilà, Ça, c'est quand même étonnant. c'est plutôt Oui, beaucoup. c'est Ouais. plutôt beaucoup. Ou plutôt c'était en Grèce ça, les 25%. Ah, d'accord. Au Cambodge, il y en avait un petit peu moins. Mais OK. pour dire que les médecins s'intéressent beaucoup à ça. C'est-à-dire,
ils voient déjà leurs patients arriver en disant voilà, je suis allé faire une hypnose avec le docteur Charbonnier, voilà ce qui s'est passé. Je te prends un exemple précis. Une personne dit voilà, j'ai plus de problème à la thyroïde parce que je suis allé faire une hypnose avec le docteur Charbonnier. Alors bien sûr, mon confrère a rayonné de la personne, mais elle insiste tellement qu'il lui fait faire T3, T4, TSH, et elle a plus besoin de Levothyrox. Je veux dire, ça c'est de l'objectif, c'est pas du subjectif. Et du coup, ce genre de témoignages intrigue mes confrères. Forcément. Donc, ils viennent eux-mêmes. Et ils viennent voir à qui ils ont affaire. Bah Avant oui. d'envoyer leurs patients, ils veulent voir qui je suis. Si je Mhm. suis pas un mec complètement vrillé, si j'ai les pieds sur terre, etc. Donc, ils voient comment ça se passe, ils voient que tout ça est très bien encadré, sécurisé, avec une équipe qui est chaque fois très prévenante par rapport à tout ce qui peut se passer, qui est rodée. Hein, depuis toutes ces années, on est rodé à tout ce qui peut arriver dans ces séances. On sait faire. Donc, ils nous font confiance et du coup, ils nous adressent leurs patients maintenant. Donc, Ok. c'est super. Je suis C'est très une bonne content de ça. transition. J'ai une question qui me vient à l'esprit justement par rapport aux médecins. Moi, je te disais en off, tu sais, ça fait très longtemps que je suis dans ce domaine. Ça Ouais. fait déjà depuis que je suis tout petit parce que ma mère en fait s'intéressait à tout ça. Donc tu vois, j'ai 46 ans, donc je baigne là-dedans vraiment depuis que je suis gamin. Et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quand même, comme toi tu le soulignes là, de plus en plus de médecins justement qui ont Oui. une ouverture d'esprit, quoi. Est-ce que toi aussi tu le vois en dehors du fait qu'ils viennent dans tes événements? Est-ce que tu as le sentiment que, il y a cette ouverture d'esprit qui grandit de plus en plus Ah dans le oui, corps de la absolument. médecine? Ouais. Ouais. Bon, après, il y a toujours les vieux cons, hein. Oui, En forcément. général, en général, c'est ceux de ma génération. Ils sont tellement OK. préformatés. Ceux-là, Ouais, ils sont indécrottables, hein. d'accord. OK. Ceux-là, on n'est pas. Et malheureusement, ce sont ceux qui sont un petit peu aux manettes là en ce moment. Comme c'est dur, il D'accord. y a souvent des retraités qui, n'ayant plus de travail, font ça pour avoir un petit appoint et l'activité. Et voilà, donc ceux-là, ils sont très fermés à tout ça. Mais les jeunes, ils sont ouverts. Ils ont OK. compris les limites de D'accord. la médecine mécaniste hospitalière. Et OK. ceux-là, ils sont très ouverts. Et vraiment, les jeunes médecins, moi, je suis étonné et C'est bluffé génial. chaque fois de voir arriver des nouveaux médecins qui me disent, mais moi, je veux faire comme vous, là, ou comme toi, parce qu'on se tutoie, quand on est médecin, on se tutoie entre nous. Ah, ça me, c'est super, moi, je suis aussi anesthésiste, je veux faire ça. Et vas-y, mollo, je lui dis, parce que c'est pas tout à fait dans les clous. Mais, oui, ça va forcément, Mmh. que ça Oui, puis va être la médecine de demain. et Forcément. La médecine en de dehors demain de ce que sera tu spirituelle. ouais, puis en dehors de ce que tu fais, on sait qu'il y a de plus en plus, d'hôpitaux qui utilisent l'hypnose pour, mettre leurs Oui. patients oui, donc oui, je serais pas étonné que ça se démocratise de Oui, plus en oui, plus. après l'hypnose, moi je l'ai appris au bloc opératoire, hein. Je l'ai appris OK. en faisant des hypnoses pour faire des thyroïdectomies, des cataractes et des varices. Je l'ai appris comme ça. Ah ouais, OK. Après, je l'ai détourné pour faire cette activité, pour, avoir ces premières séances de TCH, transcommunication hypnotique. Puis ensuite, j'ai amélioré la technique et puis plus on pratique et plus on a de bons résultats, quoi. Ouais, Donc ouais, forcément. maintenant, j'ai plus grand chose à prouver. Je veux dire, si on me dit qu'il faut arrêter, pourquoi, quoi? Ça fait du bien, voilà les résultats, quoi. Je veux dire, Ouais, j'avoue. Ouais, ce qui serait intéressant, c'est qu'on remonte aussi un petit peu en arrière, parce que tu nous as dit rapidement qu'il y a eu un événement, en fait, qui t'a marqué. Parce que peut-être que je me trompe, hein, mais moi je pense que une grande partie de la médecine est quand même très cartésienne, quoi. Vous avez, oui, 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 bien vous sûr. êtes formaté et conditionné à être quand même très cartésien. Hem et là, on voit bien quand même que, bon, tu as toujours une part en toi de cartésien forcément, mais il y a une vraie ouverture d'esprit forcément. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fait qui t'a amené à avoir cette ouverture d'esprit que beaucoup n'ont pas encore à l'heure d'aujourd'hui? Oui, c'est une expérience personnelle que j'ai eue, en SAMU, hein. Alors que je devais m'installer pour être généraliste, j'ai voulu faire, de l'urgence et j'avais fait du SAMU et puis on m'avait, j'étais le jeune minot là qui arrivait et puis, ça savais pas faire grand-chose et je me suis trouvé, coïncidence parce que tous les seniors étaient partis, en général on n'envoie pas un minot comme j'étais à l'époque, sur un gros carton, hein, c'était un gros carton et il y avait, incarcéré, il y avait un jeune. Et il fallait que je le perfuse rapidement parce que tu sais, quand il y a une hémorragie interne, on perd du sang et si tu arrives pas à remplacer le sang avec des macromolécules que tu perfuses, eh ben le cœur c'est une pompe, ça s'arrête, hein. Et c'est ce qui s'est, passé, puisque mon inexpérience, voilà, a fait que je n'ai pas pu le perfuser. J'y suis pas arrivé OK. et c'est là que j'ai vu pour la première fois partir quelqu'un pour l'au-delà et j'ai Waouh. senti une présence qui partait
de ce corps par le haut du crâne, et Ok. c'était une présence qui était joyeuse et vivante. Alors ça Ouais. paraît fou, hein, dans des Mhm. circonstances aussi dramatiques de dire ça, et je me suis dit: «Waouh, c'est ça, on est un esprit dans un corps», et tout de suite, j'ai revu, ce livre que j'avais lu dans les années 70 de Raymond Moody, La vie après la vie, et voilà, Ok. et c'était parti, quoi. Donc je suis rentré chez moi pour te dire si ça a été intense, et j'ai dit à ma femme, Coco, qui me suit depuis toutes ces années et qui, la pauvre, avait fait l'effort d'arrêter sa carrière de prof de gym, enfin d'apprentissage de prof de gym pour, faire secrétaire médical pour m'aider en étant médecin de campagne. Je lui dis: C'est pas médecin de campagne que je vais être, hein. Je vais changer. Je veux devenir anesthésiste réanimateur maintenant. Ça va changer». Voilà, et j'ai fait 3 ans de plus, un concours, enfin, j'étais motivé, quoi, pour te dire à quel point une seule petite expérience peut changer toute une vie. Et il y a des Totalement. gens qui, au cours de mes hypnoses, ont changé toute leur vie parce qu'ils ont perçu l'amour inconditionnel, par exemple. Mais ouais, Ça ça peut m'étonne pas. paraître fou. Ouais. Et oui, parce que l'amour inconditionnel, on sait pas ce que c'est, hein. Mhm. Sur terre, c'est toujours conditionnel, hein. Je te Très donne peu. ça, tu Alors, me donnes ça, hein? rares sont ceux qui vivent l'amour inconditionnel. C'est rare, hein, c'est C'est très clair. rare, hein. Il y a toujours une contrepartie quelque part, hein, Bien sûr, la ouais. plupart du temps. C'est clair. Donc, tout en comprenant quand même qu'avant de vivre cette expérience, toi, tu n'avais jamais imaginé ce scénario dans ta vie. Tu t'étais jamais Pas dit, du bah tout. tiens. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et je faisais partie des abrutis intégraux, formatés, pensant que nous étions des sortes de robots biologiques animés par des pensées biochimiques, que le cerveau était un organe qui sécrétait de la conscience comme la thyroïde sécrète la bile, et que lorsque des hormones thyroïdiennes, et que lorsque ces organes n'existent plus, qu'il n'y a plus rien, eh ben c'est fini. Ok. Voilà. Et on t'apprend ça Ok. pendant des années, des années, des années. Donc c'est pour ça que je n'en veux pas à mes confrères, parce que tous n'ont pas eu la chance de d'avoir une expérience comme j'ai eu. Oui. Malheureuse pour, bien sûr, celui qui est parti, je dis la chance, mais voilà. De l'autre Ouais, je côté, vois. on te dit: «Rien n'est grave et tout est juste». Alors, les épreuves sont là pour nous faire progresser. C'est dur à avaler, hein, C'est mais, vrai, c'est vrai. C'est vrai. Je me rappelle être tombé à un moment donné sur un reportage, te concernant, alors je sais plus où et quand, hein, mais où, alors je sais pas si c'est toi qui expliquais ou quelqu'un d'autre, que tu avais quand même vu plusieurs fois justement ce phénomène après par la suite et qu'il y avait des personnes qui étaient donc, capables donc, en mort clinique, de voir ce qui se passait dans la pièce d'à côté ou, de savoir ce qui s'était dit dans le couloir quoi, par exemple. ouais, bon, mais ça, Ouais, c'est c'est très ça. connu maintenant. C'est, Ouais, c'est très là, connu, on ouais. enfonce une porte ouverte quand on parle de Ouais, ça. c'est ça. Alors qu'au début, quand j'en parlais, je veux dire, on me regardait avec des gros yeux en disant: «Il est fou celui-là, qu'est-ce qu'il raconte, quoi?» Ouais, Là, il y c'est a clair. quand même une progression parce que Oui, les informations arrivent à passer maintenant beaucoup plus facilement, tout et à les fait, gens ouais. racontent, ils font des témoignages, ils viennent dans des, pas encore à la télévision, hein, mais ils Ça viennent, viendra. ça viendra. Bon, il y a eu quelques émissions, mais Oui, pas beaucoup. Mais, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui peuvent s'exprimer et qui racontent ce qu'ils ont vécu de façon très franche, et on voit que ces gens ne trichent pas. Ça se voit, la sincérité. bien Ça sûr. se sent. Ouais, c'est Voilà. clair, c'est clair. Mmh. Est-ce que ça laisse, peut-être un espoir, on va dire, de cette question que beaucoup de gens se posent, tu sais, de: «Putain, est-ce qu'il y a une vie après la mort, quoi? Est-ce que qu'est-ce qui se passe, quoi?» Est-ce que toi, tu as des réponses par rapport à ça? Oui, moi, je suis très étonné que certains se posent encore la question. OK, Parce que moi, si tu veux, je suis pas à croire à 99,9% qu'il y a une vie après la mort. Je suis à 100% sûr, moi. Je OK, suis sûr à 100%. OK, C'est même pas du domaine de la croyance, c'est du domaine de la connaissance. OK. Avec toutes les preuves que j'ai accumulées durant toutes ces décennies, je dis ces décennies maintenant, eh ben, je serais, vraiment, malhonnête intellectuellement de dire que c'est peut-être une hypothèse. Non, c'est une certitude. Il y a trop de il y a le faisceau d'arguments est là, Ouais. et j'ai l'intime conviction, comme s'il y avait un procès, Ouais, comme dans une juridiction, j'ai l'intime conviction, mais à 100%, j'ai pas la moindre once de doute qu'il y a une vie après la mort et que nous sommes un esprit incarné. OK. C'est Et une bah, certitude pour moi, c'est une évidence. OK, moi, je te rejoins là-dessus, mais moi, la question que je me pose, c'est alors OK, il y a une vie après la mort, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Tu vois? Est-ce qu'on est en Ah contact avec d'autres ben, personnes? Qu'est oui, alors après, il y a les témoignages des gens qui sont partis dans l'au-delà et qui Ouais. te racontent ce qu'ils ont vécu. Mmh. Tu as le témoignage des gens qui sont sous hypnose et qui voient des scènes qui se trouvent dans l'au-delà. Dans OK, mes hypnoses, il y a des gens qui ont vu des entités qu'ils ne connaissaient pas et qui ont été reconnus avec le nom et le prénom par un autre participant qui était là.
qui n'a pas pu choper l'entité concernée, et la cible n'a pas été touchée par l'entité, donc elle a choisi quelqu'un d'autre de l'assistance qui a fait office de médium. Si après ça, tu te dis, t'as un doute, c'est que vraiment, t'es bouché, quoi, hein. Ouais. Et voilà, donc des scènes comme ça, bon, je raconte dans le livre, c'est vrai, mais j'en ai tous les week-ends où on fait ça, depuis des années. On fait ça sur 3 jours. Sur les 3 jours, il y a 2 séances, une le matin et l'après-midi. Et ben, chaque fois, il y a des trucs. Ok. Donc à force Ah oui, d'accumuler forcément, tous ces témoignages, je veux dire, forcément. ça devient évident, quoi. Oui, c'est sûr. Ouais. Alors, par exemple, sur une salle de, je sais pas, de 100 personnes, peut-être que ça fonctionne pas pour tout le monde, ou si ça fonctionne pour 100 Ah non, personnes. Ouais, voilà. ça fonctionne pas pour tout le monde. Je Ok. n'ai jamais dit parce qu'il y a eu, récemment une émission sur TF1, 7 à 8, Ok. où la journaliste a fait un petit reportage, on faisait ça à La Roche-sur-Yon. Donc moi j'ai dit, confiant, open bar, vous allez interroger qui vous voulez, vous faites ce que vous voulez à condition que les gens soient d'accord. Donc j'avais présenté l'équipe, de TF1 à l'assistance, et ils m'avaient dit: «Bon, OK». Ils sont allés, interroger qui ils voulaient, et en fait, même si elle a essayé de démolir le truc, elle l'a quand même dit dans son, commentaire, puisqu'il y avait sa voix, tu sais, comme dans les trucs de 7 à 8, en En fond voix off. sonore, Ouais. en voix off, tu as quelqu'un qui commande les images, et elle dit, dans les 2 séances auxquelles nous avons assisté, il y a eu 10% d'échecs. Oui, c'est Ç rien. Ça lui aurait écorché la bouche de dire qu'il y avait 90% de succès. Donc Bon. déjà, on voit de quel côté elle est, quoi, hein. Voilà. Et elle dit en plus quelque chose qui est faux, et c'est pour ça que je l'attaque en diffamation, j'attaque la chaîne, j'attaque la maison de prod, et j'attaque aussi, Julie Dulac. Elle veut pas que je nomme son nom, mais je le dis, puisqu'elle s'est pas gênée pour nommer le mien, qui dit que je, promets aux gens qui vont contacter leurs défunts. Si je promettais aux gens ça, ce serait un escroc, un charlatan. C'est comme si tu dis, «Tiens, achète-moi ce billet de tombola, je te promets que tu vas gagner». Tu es un charlatan. Si tu dis: «Je te vends ce billet de tombola et peut-être que tu vas gagner quelque chose, mais c'est pas sûr», c'est quelqu'un d'honnête. C'est ma démarche. Et là, on a dit que j'étais un charlatan en faisant ça. Donc c'est pour ça que la chaîne sera attaquée en diffamation, et aussi, la maison de prod, parce que tu sais, chaque fois qu'il y a ce genre de truc à la télé, la plupart des gens qui se font attaquer de cette façon lâche et malhonnête n'osent pas attaquer TF1. Mais si, il faut y aller, je dis, mais allez-y. Si on dit des mensonges sur vous, on a dit aussi que que je gagnerais 1 million d'euros par an. J'aimerais bien. Elle dit ça à l'antenne. Ça aussi, c'est diffamatoire, et c'est même préjudiciable, parce que l'administration fiscale peut me tomber dessus en disant: «Mais qu'est-ce que c'est ce mec qui gagne un autre contrôle fi», donc c'est un préjudice. J'en ai déjà eu 2 contrôles fiscaux, hein, c'est ce que c'est, hein. Tu passes ton temps là à éplucher les comptes, hein. Donc voilà. Donc je dis aux gens qui font de la médecine alternative, ça va être très violent en ce moment. Il y a une crispation, beaucoup de personnes s'aperçoivent qu'elles ont une efficacité, et ça fout la trouille à Big Pharma. Et en raison de ça, il va y avoir des attaques. Il va y avoir, des chaînes mainstream, les médias mainstream qui vont se déchaîner et qui vont, essayer de déglinguer les gens qui font ça. En donnant des mensonges, en donnant de fausses informations. Si les informations sont fausses, il faut pas se dégonfler, il faut aller au combat, parce que ça va être un véritable combat, quoi. Mais heureusement, les gens sont pas tout à fait cons, et on peut plus les manipuler comme, on le faisait il y a 4 ans. Ils ont compris comment ça marchait, le truc. Ah ben les consciences évoluent avec le Ah temps. ben, on a vu comment ça marchait, on a vu comment ça fonctionnait. On a vu comment les gens pouvaient manipuler les médias, et tout ça. Donc là, les gens ont les yeux ouverts maintenant. Donc ça va devenir de plus en plus difficile, pour, attaquer, les gens qui veulent du bien aux autres. Parce que bon, il y a évidemment, un lot aussi de gens qui sont malhonnêtes dans les médecines alternatives, mais il y en a aussi chez les médecins. Il y a Il y des en a partout. médecins
Il y en a partout, des salauds, il y en a partout. Il y a des médecins qui prélèvent des organes chez des enfants pour faire du commerce, pour faire du business. Ça existe, ça aussi. Bon, voilà. Les salauds sont partout. Il n'y en a pas plus là qu'ailleurs, hein. Tout à fait. Mais il faut pas pointer chaque fois les mêmes disciplines en pointant, en disant il y a que des salauds dans cette discipline. Et c'est pas vrai. Et Ouais, moi, bien je sûr. suis pas du tout pour une substitution des médecines alternatives contre la médecine hospitalière que j'ai pratiquée pendant 35 ans. Je suis pour une complémentarité. On a tout à gagner à travailler ensemble. C'est évident. Parce que c'est évident. Quand tu as une coronaire bouchée, moi j'aimerais bien avoir un petit ballonnet qui me le dégonfle, là, qui me libère le passage pour que mon cœur soit vascularisé. Bien sûr. Mais Ouais, non, c'est évident. aussi la médecine spirituelle, mais aussi d'autres approches. La spiritualité, Tout à fait. ça compte. On est Mais tellement ignorant en médecine, on ne sait même pas comment notre propre cerveau fonctionne. On ne sait bien même pas comment arrivent les maladies, on ne sait pas comment, quelquefois. Tu sais, quelquefois, tu as des gens, tu dis d'ailleurs, je commence ce livre comme ça, la guérison spirituelle. Un mec, on pensait qu'il allait mourir. Il était en palliatif, il avait un cancer invasif de la vessie, des métastases, etc. Eh ben, ce type, il était condamné, il a guéri, il n'a plus aucune séquelle. Il explique comment dans le livre. Il n'a pas de remède miracle, mais un simple état d'esprit particulier qu'il avait, il explique très bien euh, comment il a pu guérir de ça, notamment en priant pour les autres. Eh ben, t'as des gens qui guérissent de façon spectaculaire, inexpliquée, et t'as aussi des gens qui s'enfoncent dans la maladie et qui en meurent après une maladie très bénigne. Pourquoi? Ben voilà, c'est parce que la spiritualité, ça compte. C'est sûr, mais j'imagine que tu connais les zones bleues, tu sais, dans le monde. Ces 6 zones qu'on a répertoriées dans le monde où il y a le plus de centenaires. Tu sais, Oui, 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 bien comme sûr. Okinawa, le Costa Ouais. Rica, Mmh. il y a aussi la Sardaigne, enfin bon, il y a 6 pays comme ça et Et l'Ariège? Non, je plaisante. ouais Je et sais pas, mais partout. Je plaisante, c'est pas vrai, ils sont pas non, mal. non, il y avait pas l'Ariège, ouais. Et on a remarqué que justement, tu sais, ils avaient des points communs, Ouais. dans leur longévité, notamment l'alimentation, bien évidemment, le fait d'être en contact avec des gens, le fait de donner du sens aussi à leur vie quand ils se levaient tous les matins et notamment, il y a aussi, la spiritualité. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux cultivent une forme de spiritualité et peu importe ce que c'est, en fait, il y a pas de définition forcément à donner, tu vois, autour de ça, mais ils ont chacun quelque part, si on devait le résumer rapidement, la foi en quelque chose. Mmh. Visiblement, ça aide justement, bah, à vivre en bonne santé, le plus longtemps possible. Exactement. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je pense que le livre le montre bien, parce que j'ai pas voulu parler que de mes hypnoses. Je parle aussi de ce qui m'est arrivé dans ma vie d'anesthésiste réanimateur. Je parle aussi d'autres approches. Je parle euh, de médiums comme Jean-Marie Le Gall, qui travaille avec les médecins du ciel. Toutes ces médecines alternatives, spirituelles, que l'on attribue à l'imaginaire, font du bien aux gens. Et quand tu es médecin, tu es obligé de reconnaître que ça fait du bien. Tu peux que Bien. constater le, euh, le devenir de ces gens qui ont reçu ces soins. Et puis, il y a un principe fondamental en médecine, c'est qu'il faut être en accord avec sa thérapie. C'est-à-dire qu'il faut accepter la thérapie. Ça s'appelle le consentement éclairé en médecine. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui est opposé à un traitement, eh ben, l'éthique médicale veut que cette personne peut refuser le traitement. OK. Ça s'appelle l'éthique médicale, ça. Ça, c'est l'éthique médicale, ça fait partie du serment d'Hippocrate. C'est-à-dire que, par exemple, tu as une nouvelle molécule qui existe pour soigner un cancer, tu vas voir la personne, tu dis, voilà, il y a un nouveau traitement, on le connaît pas très bien, on connaît pas ses effets secondaires, ça peut marcher, ça devrait marcher puisqu'on vous le fait, mais peut-être que ça va pas marcher non plus. Peut-être qu'il y aura des effets secondaires qui vont apparaître qu'on connaît pas. Est-ce que vous voulez prendre ce risque d'avoir ce médicament ou pas? Si la personne est OK, ben, il y a le consentement éclairé. Et moi, ce que je regrette dans l'épisode récent qu'on a connu il y a 4 ans, c'est que l'éthique médicale a été bafouée, c'est-à-dire que les gens ont été injectés sans leur consentement. Il n'y a pas eu ce consentement éclairé parce que ben, le Conseil de l'ordre a préféré écouter les directives du gouvernement plutôt que répondre à l'éthique médicale. Et ça, c'est pas normal. C'est absolument pas normal. Surtout qu'on a interdit un certain nombre de mes confrères
d'exercer parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça. Ça, c'est pas normal. Je suis désolé, mais je le dirai toujours. Je sais que ça provoque des ennuis de parler comme ça, mais de moins en moins parce que là, on est en train de, de dévoiler des choses l'effet placebo existe, mais il y a aussi l'effet nocebo qui existe. D'ailleurs, l'effet placebo, lorsque tu es d'accord avec une thérapie, eh ben dans 40% des cas, tu vas avoir une amélioration grâce à cet avis que tu as sur la thérapie. Et à tel point que pour qu'un médicament soit reconnu comme valable, il faut qu'il dépasse ces fameux 40% d'effet placebo. Eh ben, tu as l'inverse aussi. Tu as l'effet nocebo. C'est-à-dire que si tu as une mauvaise opinion de la thérapie, tu vas développer des effets délétères par rapport au traitement Bien parce sûr, que tu es pas d'accord avec ce traitement. Et bien là, sûr. c'est pour ça qu'il fallait pas faire ces injections de force à des gens qui les refusaient. Bah, c'est pour ça qu'on dit quand même très souvent que la plupart des maladies sont psychosomatiques. Oui, psychosomatique, et c'est pour cela que les médecines alternatives ont un rôle énorme à jouer parce qu'il y a le côté holistique de la maladie qui va être mis en exergue et le côté mécaniste est nécessaire aussi. C'est-à-dire que, par exemple, tu as une maladie, c'est un voyant rouge qui s'allume quelque part pour dire que ça va pas. Et nous, qu'est-ce qu'on fait à l'hôpital? C'est ce que j'ai fait pendant 35 ans. On enlève le voyant rouge. C'est-à-dire que on fait la chimiothérapie, on fait la chirurgie, on fait de la radiothérapie pour envoyer le voyant rouge, mais on n'a pas trouvé la solution. Et on a un autre voyant rouge qui très rapidement va s'allumer autre part. Et toutes ces médecines holistiques qui agissent en amont et en aval de la maladie, elles doivent être complémentaires de la chirurgie, de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Il faut travailler ensemble et en bonne intelligence. On est tout à fait en complémentarité. Il y a des choses que la médecine alternative ne saura pas faire. Enlever un une appendicite pleine de pus, qui va éviter la péritonite, ça elle saura pas faire. Mais elle saura accompagner la guérison. Elle saura peut-être même prévenir l'appendicite. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a notre immunité qui, est en baisse et qui a, donc les lymphocytes T4 qui baissent, on a des bactéries qui arrivent, on se fait bouffer, on fait des abcès, on fait des infections. C'est pas par hasard, hein. C'est parce qu'on n'a pas été bien quelque part. On a eu, voilà, c'est, un professeur de médecine qui l'a montré, il s'appelait, un professeur Labouré, un professeur de médecine français. Il a dit que toutes les personnes qui ne pouvaient pas réagir à un stress en exprimant leur peur, leur colère, tu sais, les colères entrées ou leur tristesse, eh ben, l'organisme se retournait contre lui-même. Et on faisait, par exemple, des maladies auto-immunes, des anticorps qui se dirigent contre ses propres organes. On hypersécrétait des catécholamines, on faisait des hypertensions, des insuffisances coronariennes, des infarctus, même des diabètes, on déprimait son immunité, on faisait des infections bactériennes ou virales, ou même des cancers qui finissent par tuer les gens si on ne laisse pas sortir ces énergies négatives. Et bien, dans Mhm. les hypnoses que je fais, eh ben, les gens sortent leurs énergies négatives. Ils ont des choses euh, qui sont pas agréables qui sortent. Par exemple, ils traversent des paysages apocalyptiques, ils sont poursuivis par des monstres, ils ont Mhm. l'impression qu'une forme noire sort de leur corps, ils ont des pleurs sans raison, ils éprouvent de la tristesse, de la colère, en fait, tout ce qui était en eux. Ils sont étonnés même d'avoir parfois à exprimer ça. Eh ben, ça leur fait du bien. Et dans les jours qui suivent, ces ressentis, ils disent que, bah, ils ont retrouvé la pêche. Ils ont retrouvé leur énergie. Ils ont tellement d'énergie qu'ils épuisent tout le monde et ils ont plein de projets alors qu'ils avaient envie de plus rien. Ils passaient leurs après-midi, sur le canapé à regarder Netflix. Ils ont repris la marche ou une activité physique. Nous sommes de l'énergie incarnée et dès que cette énergie, ben, part, eh bien, on tombe malade et même on meurt parce qu'on se laisse envahir par cette énergie. Nous Ouais, sommes que bien de sûr. l'énergie, hein. Ouais, tu sais, dans les livres que j'ai écrits, je parle beaucoup de fondamentaux de sport, d'alimentation, de sommeil, de relaxation, d'aller plus souvent dans la nature. Parce que tu parlais de prévention, moi je pense que c'est ces fondamentaux en fait qu'on a oubliés dans notre vie de tous les jours, tu vois, d'avoir une alimentation qui nous apporte de l'énergie, de la vitalité, et non pas manger juste parce qu'on a faim. Tu vois, de faire attention à son sommeil, d'avoir une activité sportive régulière, d'être souvent dans la nature, de faire un peu de méditation 10 minutes par jour. Je pense que si on faisait tout ça de manière très disciplinée, tu sais, tous les jours, je pense qu'on serait dans une société très différente en termes de santé mentale et en termes de santé physique. Qu'est-ce que tu en penses? À condition de l'avoir intégré. C'est-à-dire Eh qu'il ouais, faut être d'accord avec cette attitude-là. Parce que oui. si ça va être une contrainte, dit merde, j'ai pas fait ma méditation, oh putain, merde alors, tiens, il faut que je la fasse. Tu vois, ça va pas ça. Il Non, faut bien sûr. vraiment être en harmonie avec ce que tu fais.
Je pense Tout à qu'il faut fait. être d'accord. Sinon, voilà, tu as l'effet nocebo qui va se développer. Bah Donc il oui, faut d'abord changer sa mentalité oui, et c'est sûr. ensuite, quand tu changes ta mentalité, tu peux faire ce genre de truc. Ouais, j'ai l'impression aussi et tu sais, moi, je vais même un peu plus loin. Je me dis que si on arrivait le plus tôt possible sur les bancs de l'école à intégrer davantage de savoir-être, tu sais, et de connaissance de soi, bah, je pense que pareil, en fait, on serait dans une société très différente parce que les gens, déjà, à minima, se connaîtraient, tout simplement, quoi. Oui, la recherche, le contact avec l'autre, enfin tout ce C'est que ça. tout ce qui n'est pas. Expliquer aussi, ce qu'est la vie et la mort aux enfants. C'est Mmh. pour ça que j'ai écrit ce livre, La mort expliquée aux enfants. OK. Parce que les parents, tapent en touche, hein, alors que c'est une question essentielle qu'on se pose. Je sais pas toi, mais moi à C'est clair. 7 ans, j'étais angoissé par ça Ah et OK. quand j'allais voir mes parents, franchement, c'était pas très convaincant ce qu'ils me disaient, ils étaient, évidemment, ils avaient reçu une religion catholique, hein, comme la plupart des occidentaux et des Français, c'est quand même, la religion catholique et la religion catholique, il l'avait mal assimilée, il l'avait mal comprise et donc comme il l'avait mal comprise, il savait pas me l'expliquer. Par exemple, quand, on allait, le 1er novembre, sur la tombe de ma grand-mère que j'aimais beaucoup, ça a été la première personne que j'ai perdue, dans mon enfance et il me disait, heu, qu'elle était là. On va aller voir ta grand-mère. Mais je lui disais: «Mais vous m'avez dit qu'elle était au paradis». «Eh non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe parce que, d'abord il y a le jugement dernier et elle va être jugée. Si elle a fait des bêtises, elle ira en enfer, si entre les 2 au purgatoire et puis si jamais elle a pas fait de bêtises du tout, elle ira au paradis». Mais je lui dis: «Mais à quel moment on va la juger? Il faut attendre le jugement dernier». «Mais c'est quand?» «Il faut attendre que tout le monde soit mort». Ah bah, dis donc, moi ça me faisait flipper ce truc, à tel point que j'étais obligé de dormir avec une veilleuse dans la chambre, très tard, très tard, OK. parce que je me disais: «Mais un jour, je vais me retrouver sous la terre en attendant d'être jugé», tu vois? Donc, heu, les religions, elles sont tellement mal assimilées que, ça fait flipper les enfants et là, dans ce livre, je dis aux enfants: «Voilà ce qui se passe. Il y a des gens qui sont morts, voilà comment ça se passe de l'autre côté et voilà comment ils ont transformé leur vie après avoir connu cette expérience». Et ça, je crois que les enfants sont tout à fait capables. Et je suis content parce que ce livre, il y a des professeurs d'école qui m'écrivent en me disant: «Enfin un livre qui va nous servir d'outil pédagogique», parce qu'on n'osait pas aborder le Génial. sujet. De OK. façon laïque, c'est impossible. Et tu sais ce qui se passe comme drame lorsqu'on parle de religion à l'école. Donc, ils évitent le sujet à cause de ça. Et là, non, il dit: «Voilà, il y a des gens qui sont morts, voilà qu'est-ce qu'ils ont vu et voilà comment, ils ont transformé leur vie». Bah, les enfants, ils sont tout à fait, capable, d'écouter ce genre de récit qui fait du bien aux adultes, mais aussi aux Bien enfants, sûr. bien sûr. Mmh. Tu peux même philosopher aussi autour de ça, hein. Oui, Ils sont ouais, ils bien sûr. sont ah oui, ils adorent, hein, les enfants, quoi. Ah oui, Tu dois connaître Frédéric Lenoir, tu sais, qui a créé la bien sûr. fondation Fleuve et qui propose des ateliers philo et méditation à l'école. Ça marche super bien, ça cartonne. Les enfants sont Ouais, 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 ah, il fait un très bon travail. Il m'avait invité, sur France Culture il y a, il doit y avoir 20 ans de ça, d'accord. alors que je commençais à parler, des hypnoses tout juste du bout des lèvres et je parlais, surtout des expériences de mort imminente. On avait fait une émission d'1 heure sur les expériences de mort imminente. Il connaissait pas trop le sujet. Il a OK, appris ce que c'était avec moi en m'interviewant, parce qu'on n'en OK. parlait pas à l'époque. Il y a 20 ans, on n'en parlait C'est pas clair. comme maintenant. Oui, c'est clair. Alors que Mais maintenant, ça c'est passé dans les images archétypales de la mort. Même dans les dessins animés, tu vois le tunnel avec l'écureuil qui va chercher son mmh, gland dans la lumière là. c'est vrai, c'est vrai, C'est passé dans l'image archétypale de la mort, hein, c'est clair. de Amy. Mmh. Stéphane Alix aussi que tu dois connaître a bien Oui, très participé bien. aussi à tout ça, a bien démocratisé, Ouais, ouais, il a ouais. fait des émissions sur M6 formidables, parce que là, Génial. maintenant, c'est Ouais, plus possible, carrément. ouais, c'est Et clair. puis, il fait des livres régulièrement qui traitent le sujet de façon très bien, qui se vendent OK, très, très bien. Et comme il a ouais, la chance d'être journaliste, il est reçu, par copinage un petit peu dans les grands médias, et tant mieux, parce que c'est top, c'est comme ouais. ça que ses livres ont beaucoup de succès et c'est bien parce qu'il fait évoluer les choses dans le bon sens. Ça, Tout à c'est fait, sûr. ouais. Tu dis dans ton livre que le stress peut être bon pour la santé. Oui, Ouais, oui, oui. Ah, mais c'est pas moi qui le dis, c'est, il y a une expérience qui a été menée, très intéressante, avec l'équipe de Laborie encore, avec des rats. Ils ont fait une expérience avec des rats et ils l'ont greffé, pardon, hein, c'est pas très, très charitable pour les animaux, mais c'est des scientifiques, alors ils sont un peu
sauvages par moment. Ils ont greffé des cellules cancéreuses sur le dos des rats et ils les ont placés dans des cages. Dans 3 cages. Dans une cage, ils leur foutaient la paix. Dans une deuxième cage, ils les stressaient de façon aléatoire, c'est-à-dire ils faisaient passer le courant dans le plancher et ils étaient stressés, ils souffraient de façon aléatoire. Et la troisième cage, eh ben, la même chose, ils les stressaient aussi, mais les rats pouvaient interrompre le stress avec une manette. Voilà, ils pouvaient l'interrompre. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que les gens qui ont, enfin, les rats, oh, Dieu merci, on n'a pas fait ça encore sur les gens. Il y a, euh, il y a bien l'expérience de Billy Gunn, mais ça c'est autre chose. Mais les rats qui développaient le moins de cancer, c'était pas les rats qui avaient aucun courant, qui avaient pas de stress, c'était les rats qui pouvaient dominer leur stress, qui faisaient moins de cancer que les rats qui avaient aucun stress. Ça veut dire que le stress, c'est la démonstration, peut être positif à condition que tu le domines. Si tu te laisses envahir, bien sûr, et là, voilà, ça rend malade parce que tu te laisses envahir, mais ça peut être un moteur d'action. C'est ce fameux moteur d'action qu'adorent les gens qui font du SAMU, par exemple. Moi, quand je Ouais. faisais du SAMU, ce shoot d'adrénaline là, quand on partait en hélico ou sur des gros trucs, ben ça te booste et Ouais. tu es beaucoup plus performant sur un gros truc, sauf dans mon expérience initiale, mais ça c'était un manque d'expérimentation. Mais tu es beaucoup plus performant sur un gros truc parce que tu vas être dans le stress de l'action, tu vas pouvoir te dépasser. Et il y a des gens qui adorent ça. Charles Aznavour le disait, quand il montait sur scène, il avait toujours le stress, mais tant mieux, il disait, parce que le jour où j'avais pas, j'arriverais plus à chanter, je serais pas bon. Ouais, je Les comprends. pompiers, les cascadeurs, enfin, il y a plein de gens qui aiment ça. Et c'est une façon de se dépasser. Et on a besoin de stimulation dans la vie pour avancer. On a besoin de, voilà, d'être aiguillonné. Moi, ça va, j'ai ce qu'il faut. On continue. Bah, C'est pour ça que je suis en bonne santé, sans doute, parce que j'arrive à dominer tout ça. Et merci, bravo. parce que voilà. Sûrement, sûrement. Est-ce que tu connais Wim Hof? Wim Non. Hof, non? Tu sais, lui, en fait, il est connu là ces dernières années parce que c'est le gars qui s'immerge dans la glace. Tu sais, un mec qui est un peu costaud Ah, avec de la barbe. j'ai entendu parler de ça, oui. Tu vois, c'est les principes de l'Hormèse, notamment. Il n'y a pas Je que. crois que Lilou Massé a fait l'expérience avec lui, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est Oui, oui. ça, ouais. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que le fait de créer un stress volontaire, parce que là, pour le coup, c'est un stress Oui. volontaire, quand tu Donc rentres dans la dominer. glace. Ouais, exactement. Bah, ça serait bon justement pour la santé. Ouais. Eh ben voilà. C'est un argument de plus Voilà. que tu me donnes. J'aurais pu le Tu- rajouter au chapitre. il y a une question que tu poses aussi que je trouve intéressante, c'est comment réagir au mieux quand le pire est annoncé? Oui. Comment réagir au mieux, tu vois? Je sais pas, demain, je vais voir le médecin, il me dit: «Bah, écoutez, monsieur Perron, vous avez un cancer de machin». Comment je réagis au mieux? Ben, il faut lire le livre. OK. Bon, bah, mais les amis, il y a que lire le Non, bouquin de non. Je vais pas quand même euh, donner quelques pistes de réflexion, mais c'est vrai que euh, c'est difficile. Moi, j'ai le beau rôle parce que ça m'est pas arrivé. Je suis incapable de dire comment je vais réagir, malgré Ouais. tout ce que j'écris dans le livre. Mmh. C'est pas facile d'être un héros. Si jamais tu vois un enfant qui se noie dans l'eau froide et que tu es sur un pont, est-ce que tu vas te jeter dans l'eau pour aller essayer de secourir? Moi, j'aimerais être sûr que oui, mais peut-être que je vais me dégonfler. Tu Mmh. vois? Est-ce Ouais. qu'on aura le courage d'affronter la situation? C'est très facile de dire oui, bien sûr, je vais plonger, je vais aller sauver le gamin. Oui, oui, si on m'annonce que j'ai un cancer, après tout, j'ai pas peur de la mort. Je vais affronter les choses et je vais lutter. Ou je considérerai que c'est quelque chose de normal puisque c'est la vie qui m'envoie cette épreuve et elle va me sublimer. Enfin, il y a tout un tas de façons de réagir et elle est individuelle. Moi, je donne quelques pistes de réflexion. Je prétends pas expliquer aux gens comment il faut se comporter de façon optimale face à ce genre de situation. C'est plutôt une réflexion, je vais dire, qu'une recette, parce que
Qui je suis, moi, pour prétendre dire aux gens comment il faut être face à une épreuve comme celle-là. Je leur propose d'imaginer la situation et d'avoir la réflexion avant. Parce que je crois que quand on a face à une situation donnée qu'on n'a même pas imaginée, et c'est souvent ça la vie malheureusement, c'est encore plus terrible. Si on a réfléchi un petit peu avant, tu sais, les Tibétains, ils disent chaque fois que euh, je m'endors le soir, j'imagine que je vais pas me réveiller. Donc, si on est un peu préparé à l'épreuve, on peut être, on peut l'amortir, quoi. On peut amortir le coup. Et je pense la même chose pour les enfants, parce que beaucoup disent, ben attends, la mort, tu as bien de temps de t'en occuper, tu es encore très jeune, pourquoi on va te parler de la mort? Tu verras bien comment ça se passe quand tu seras très vieux. Mais c'est absurde parce que les enfants, et heureusement, vont être confrontés à la mort. Je dis heureusement parce que heureusement qu'ils voient disparaître leurs chiens, leurs chats et leurs grands-parents, parce que sinon ça voudrait dire qu'ils partent avant eux. Donc ils vont être forcément, nécessairement, tant mieux, confrontés à la mort. Mais peut-être que si on en a parlé avant, si on a imaginé cette situation avant, eh ben, ça sera amorti. Voilà. C'est simplement une réflexion que je propose au lecteur par rapport à ça. C'est Je pas une vois. recette de cuisine. Ouais, Elle je vois. n'existe pas. Ben non, c'est clair, ouais. Les gens qui viennent, te voir, tu sais, pour, quand tu pratiques l'hypnose, est-ce que c'est toutes et tous des personnes qui viennent avec des symptômes, avec des choses à régler? Ou, il y a une grande majorité de curieux qui viennent pour vivre une expérience, tu sais, comme on irait dans n'importe quel stage? Alors, j'ai pas fait de statistiques, mais si tu veux, il y a tous les cas de figure que tu viens de décrire, ils sont. C'est-à-dire qu'il y a des curieux, et notamment des médecins qui viennent parce qu'ils ont vu ce que ça donnait, donc ils veulent expérimenter eux-mêmes et voir surtout comment ça se passe. Il y a des gens qui veulent connaître la technique, et ça c'est rigolo parce qu'il y a des hypnothérapeutes qui viennent, et il y en a une récemment très franche qui me dit, j'ai pris 2 séances parce que la première, je vais voir comment tu fais. Ça m'intéresse, les trucs, les voilà, les Ouais, confusions, comment tu fais? Voilà. Et puis, celle-là, donc ça va pas marcher parce qu'elle le sait, hein, il faut lâcher, il faut pas être dans l'analyse, hein. Et la deuxième, ça sera pour moi. C'est-à-dire là, je vais me laisser faire et tu vas m'embarquer dans ton truc, voilà. OK. Et donc ça, c'est les curieux. Puis il y a des gens qui sont, c'est vrai, en recherche particulière. On dit qu'il faut rien rechercher quand on vient à mes séances, mais forcément, si tu as, par exemple, perdu quelqu'un de très cher et que tu as un deuil assez difficile, ben forcément, tu vas essayer d'avoir une séance pour avoir éventuellement un contact. Ouais, ouais. Tu vas aussi avoir des gens qui ont une pathologie, qui ont une douleur qui n'a pas été soignée et qui espèrent dans cette séance avoir un soin énergétique. Il y a des gens qui aiment les sensations fortes aussi, notamment les jeunes. Ils pensent faire un tour de manège. Et ouais, ouais, c'était comme Disneyland, hein. J'ai vu des étoiles, etc. Bon, il y a un petit peu de tout. Il y a des sceptiques aussi qui viennent, ils y sont aussi, quelquefois, ils viennent simplement pour dire, voilà, j'ai expérimenté, il s'est rien passé, et c'est de la fumisterie. Il y en a, il y en a pas beaucoup, Étonnant. mais il y en a quand même. Voilà. Mais la majorité des gens sont quand même orientés dans l'interrogation d'une expérience nouvelle, qui Ouais, va peut-être améliorer leur compréhension de l'existence. En gros, je dirais c'est ça. Pas OK. forcément la maladie, mais un comportement par rapport à un deuil, ou même un comportement philosophique par rapport à un chemin de vie. Peut-être Ouais, que des chemins de vie, bon, c'est souvent arrivé. Je raconte dans le livre qu'il y a une jeune femme qui a changé sa vie parce qu'elle a vu apparaître euh, un défunt, elle s'y attendait pas du tout à ce défunt, et qui correspondait à un autre. Donc du coup, elle a changé sa vie parce qu'elle a compris que le monde subtil existait. Elle s'est orientée vers des disciplines qu'elle n'appréhendait pas avant. Elle a changé son métier. Il y en a une autre qui a changé son métier aussi parce que elle était venue, c'était à Toulouse, dans l'espoir de retrouver un contact avec son mari et son fils décédés dans le même accident de voiture. Elle était très déçue. Au moment du débriefing, elle a dit, ça a duré 1 heure et demie, mais pour moi, ça a duré des plombs parce qu'il s'est rien passé du tout. Et voilà, j'étais très frustré, très triste. Je n'ai eu que mes mains qui se sont mises à chauffer. Et moi, je lui avais dit, comme je dis toujours dans ces cas-là, ça veut sûrement dire que vous avez de l'énergie dans les mains.
Et si cette information est orpheline, c'est-à-dire il avait eu que ça veut dire que c'est important. Et en fait, on l'a revue, cette jeune femme, elle nous a dit que sa première hypnose avait changé sa vie. Elle était infirmière libérale, elle s'est aperçue effectivement qu'elle pouvait soigner avec ses mains, qu'elle avait de l'énergie dans les mains. Elle avait tellement de monde à s'occuper qu'elle avait dû en faire son métier, abandonner son métier d'infirmière libérale. Donc, il y a un peu de tout. Il y a des gens qui ont perdu des défunts, qui viennent régulièrement parce qu'ils arrivent à parler à leurs défunts de façon régulière aussi. Alors on OK. avait peur d'une espèce d'addiction, tu sais? Ouais. Mais en fait non, parce que au début on s'est dit: «Ouais, il y a des gens qui peuvent pas, arriver à s'inscrire parce qu'il y a c'est il y a pas assez de place et qui râlent parce qu'il y a des gens qui font plusieurs, séances et nous on n'arrive pas à s'inscrire pour une seule». Donc on avait dit au début avec Étienne, on avait dit, «Bon, on va limiter les séances aux personnes». Heu, Au nom de quoi on limiterait quoi que ce soit? On interdirait à des gens de faire on s'est aperçu qu'il y avait jamais d'addiction. C'est-à-dire au bout d'un certain temps, les gens décrochent. Bon, ils Ouais. ont eu leur contact, ils en ont eu 3, 4, 5, ce qu'il leur faut et puis après, bon, ils viennent plus et on les voit plus. Parce qu'ils ont eu ce qu'il fallait, voilà. C'est eux OK. qui il faut arrêter d'infantiliser les gens, je crois, en leur C'est disant: clair. «Vous, comme une ordonnance, tu sais, vous avez 2 trucs, 2 séances à faire, vous, 1 fois, tous les ans, vous, 2 fois par an». Enfin, qui on est nous pour, juger, de la fréquence des gens C'est arrivent clair. très bien Bien sûr. à s'autoréguler, hein. Au contraire, il faut même les responsabiliser. Moi, je trouve qu'on est dans une société qui nous déresponsabilise justement à tous les niveaux. Voilà, Donc, voilà. et encore plus dans le domaine de la santé. Donc, tout ce qui peut responsabiliser les individus, c'est le bienvenu, ouais, c'est clair. Donc, comme par hasard, dans l'émission de TF1, ils ont interrogé, quelqu'un, un cardiologue qui s'appelle Dominique Trom. D'ailleurs, je le salue parce que je sais qu'il m'écoute ce soir. Dominique Trom, cardiologue, et il se trouve qu'il a fait un voyage avec moi et dans les voyages que je fais, il y a une hypnose par jour. Alors du coup, la présentatrice, qui n'aime pas être nommée, qui s'appelle Julie Dulac, elle a insisté là-dessus, elle a dit: «Oui, c'est sa 9e, hypnose avec le docteur Charbonnier et chaque fois il a sa femme», enfin voilà, et comme s'il avait développé une addiction, mais c'est pas vrai du tout. Il est pas addict du tout. Il se trouve qu'il aime faire ça, c'est pas une addiction ça. C'est Est-ce quand que même mieux que de picoler, parce que sa femme est partie, depuis, 1 an et qu'on n'arrive pas à surmonter le deuil ou qu'on prend des médocs, on devient addict aux médocs. C'est pas une addiction ça. ouais, bien sûr. Tu sais, on parle souvent aussi dans l'hypnose d'auto-hypnose. Est-ce que à travers l'auto-hypnose, ça serait possible aussi? Oui. Ouais? Mais OK. il y a pas que ma technique, je veux dire. D'accord. Il y a plein de bon, il y a beaucoup d'hypnothérapeutes qui pratiquent l'hypnose spirituelle et ça, c'est dommage vraiment qu'on ne les, mette pas plus en valeur. Pour les gens, l'hypnose, c'est soit Mesmer, C'est vrai. chaud, sur la voilà, c'est Ouais, ça l'hypnose. Ça fait peur aux gens ça. ouais. Soit, c'est l'hypnothérapeute qui va faire arrêter la clope ou voilà, les addictions. Mais il y a aussi des gens qui font de l'hypnose spirituelle et il y en a beaucoup. Et on le sait pas ça et c'est pour ça que moi j'ai envie de les mettre en relief et en valeur et sur mon site jean-jacques-charbonnier.com, il y a, une liste d'hypnothérapeutes qui ont pratiqué des hypnoses avec moi et qui pratiquent l'hypnose spirituelle. Alors j'en ai pas, beaucoup, hein, pour l'instant, il doit y en avoir une trentaine à peu près, ou même peut-être moins. Qui sont répartis un petit peu partout en France et j'invite les hypnothérapeutes, qui pratiquent l'hypnothérapie d'aller sur mon site et d'aller sur la rubrique hypnothérapeute. Il y a une charte de fonctionnement à remplir, on donne son diplôme, on le fait en ligne, on décrit un petit peu ce qu'on fait, dans l'hypnose spirituelle et moi j'adresse les gens à ces hypnothérapeutes. Parce qu'il y a des gens, des participants qui aimeraient se préparer et c'est vrai que avoir un coach, c'est quand même le top, dans toutes les disciplines humaines, hein, un coach sportif et cetera, qui va s'adapter à ta personnalité, à ton rythme, à ta motivation et cetera. L'hypnothérapeute saura faire ça et il sera aussi accompagné après l'hypnose. Parce qu'il y a des gens qui perdent les informations, eh Et ben, oui. ils vont les remettre sous hypnose et ils vont pouvoir retrouver les informations perdues qui ont été données pendant l'hypnose. Donc oui, il y a tous ces gens qui font, un bien fou aux autres parce qu'ils les branchent sur quelque alors il y a pas que l'hypnose, il y a la méditation,
Il y a plein de centres maintenant qui s'occupent du bien-être des gens. Il y a des gens qui écrivent des livres comme toi, qui font du bien aux gens parce qu'il y a des règles de conduite par rapport à un chemin de vie et qui va aider les gens. Enfin, on est vraiment dans une énergie qui change en ce moment. Moi, je Tout suis à fait. très optimiste parce que je vois qu'il y a de plus en plus de jeunes médecins qui s'intéressent à ça. Je vois que la science cale, la science dure, matérialiste, mécaniste, cale sur un certain nombre de problématiques qui sont en partie résolues par la médecine de l'être, par la médecine dite alternative. J'aime pas trop ce terme, mais par une autre approche thérapeutique. Ouais. Et ça, voilà, il va falloir la défendre cette approche parce elle est très attaquée en raison d'enjeux économiques, hein, en raison du business de Big Pharma. On connaît l'histoire. Elle est très attaquée. Les puissances financières sont très fortes, les lobbies sont très importants, les médias mainstream sont infectés par tout ça, elles sont corrompus aussi. Donc ça va être difficile, c'est un combat, mais c'est une logique qui se dessine pour aller dans cette direction-là. Et il y aura de plus en plus de gens motivés. Qui c'est qui fait l'évolution des choses? C'est les gens, hein. C'est pas des gens qui décident, c'est pas une poignée de gens qui décident, à condition que les gens soient pas trop des moutons et arrivent à réagir, à se révolter, à s'indigner quand il faut, à ne pas être d'accord, à ne pas appliquer n'importe quoi, à ne pas signer des décharges pour s'autoriser d'aller faire pisser le chien. Enfin, on a vu jusqu'où pouvait aller la docilité. Moi, c'est ça qui m'a foutu la trouille dans cette histoire. C'est pas tellement les directives, c'est la docilité de l'ensemble des gens qui sont dans la peur. On est dans un système de peur. Donc il faut sortir de ce climat de peur pour aller dans la bonne direction, celle que l'on propose dans ce genre d'approche thérapeutique. J'ai une dernière question. Alors, on a peut-être une avant-dernière question qui me vient à l'esprit, parce que tu as parlé d'informations qu'on peut retrouver quand on se remet sous hypnose. Euh, Est-ce que ça veut dire que l'information, elle se stocke à plusieurs niveaux? L'information se Oui, stocke, autrement dit, dans la conscience, mais aussi dans notre cerveau, enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. oui, oui, bien sûr, on imprime des choses dans notre cerveau. Tu sais, la CAQ, elle fait le ménage en permanence. Et c'est pour ça que je dis aux gens à la sortie de l'hypnose, écrivez d'abord ce qui est le plus incohérent. Parce que il y a un sens, malheureusement, tout est censuré par la conscience analytique cérébrale, parce qu'elle a tellement l'habitude, on reçoit des milliards d'informations. Et la CAQ, elle dit ça je le garde, ça je le jette, ça je ne comprends pas, je jette, ça je le garde. Elle a l'habitude de faire ça. Donc, le plus incompréhensible est donc éliminé. Je dis aux gens, à la sortie des 2 heures d'hypnose de l'ami, 2 heures, hein, ça dure. Maintenant, au début, ça durait 20 minutes, il y a 10 ans, maintenant c'est 2 heures. Mais ça fait rien, les gens, ils disent il y a 10 minutes que c'est passé. Et c'est souvent. Et on retrouve la signification maintenant, parce qu'on a plein d'applications qui permettent de retrouver, par exemple, pour te donner un exemple, il y a une dame qui dit: «J'ai vu, un pied, mais il y avait que les orteils». Alors tac tac, je recherche sur mon truc et en fait, ça voulait dire que cette, dame, elle s'intéressait trop aux détails, elle n'était pas suffisamment enracinée dans la réalité, elle n'était pas suffisamment sur ses appuis, sur des choses solides. Et elle était trop sur les orteils, quoi. C'est ça qu'on a voulu lui dire. Ça lui a parlé, tout de suite. Elle a dit: «Oui, oui, c'est ça». Mais des trucs, de fou, hein, on arrive à retrouver des trucs de fou. C'était à Vannes, il y a eu, alors c'était attends, il faut que je retrouve le truc. C'était quand même chiadé. Heu, C'était un chien qui avait un museau de vache et qui avait un chignon et qui était revêtu d'une, jupe rouge. OK. J'ai rentré tout ça j'ai rentré tout ça dans l'application. Il y avait tout un laïus qui a parlé à la dame. OK. Et ça, elle pouvait pas l'inventer. Elle pouvait pas l'inventer, elle connaissait pas le sens et ça lui a parlé de façon, évidente. D'accord. Je pense que l'IA, si on sait s'en servir, il y a pas que du mauvais. Tu vois ce genre de Bien truc? sûr, Heu, tout à fait. Combien de livres il aurait fallu, hein, dépouiller, traitant sur la symbolique de la spiritualité pour arriver à trouver la solution et ça aurait pris des plombs. Tandis que Raisonné. là, clac clac, je rentre ça dans l'application et pof, j'ai le Oui, c'est vrai. Ça, c'est le côté positif de lire. Dernière petite question. D'où aussi l'argument supplémentaire pour dire que les informations ne sont pas dans le cerveau. Elles Mmh, sont bien venues de l'extérieur. c'est ça. Elle connaissait pas la signification de la chose. Ouais.
Oui, pour moi, les informations sont ici. Tu sais, je pense à Einstein qui disait qu'il captait des informations qui lui appartenaient pas, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est ce que je vis d'ailleurs aussi dans mon quotidien. Hein. Mais tu sais, c'est une véritable révolution copernicienne, le résultat de mes recherches. Parce qu'avant Copernic, on pensait que la Terre était au centre de l'univers et que le Soleil tournait autour. Et là, on pense que majoritairement, hein, que la conscience est dans le cerveau. Et là, toutes ces expériences montrent que non, il y a des informations totalement inconnues et non déductibles qui sont retrouvées après. Et c'est une révolution aussi sur l'hypnose, parce que mes anciens confrères, que ce soit Freud, Jung ou même Erickson, tous pensaient que les informations étaient stockées quelque part dans une des mémoires du cerveau, dans l'inconscient, et que l'hypnose était une réminiscence de ces informations cachées quelque part. Mais elles sont pas Mmh. cachées dans le cerveau, elles sont ailleurs, en extra-neuronal, C'est dans ça la qui est énorme. conscience universelle. Eh ouais, mais ça, c'est une Exactement. révolution. C'est une Ouais. révolution. Est-ce que ça veut dire qu'on on se rapproche des akashiques, tu sais, des, Les annales akashiques, des ouais, c'est ça. révélations, ou Ouais, des champs morphogéniques d'accord, de Sheldrake. C'est la d'accord. même chose. Moi, C'est je la même parle de chose, ouais. conscience universelle. Tu vois, c'est une question de Oui, vocabulaire. On parle tous ouais, de la même chose, en fait. d'accord. OK. Dernière petite question, parce que je vois que le temps file, hein, ça fait déjà 1h10. Ah C'est mince. quoi le bonheur pour toi, Jean-Jacques? Le bonheur, eh ben, c'est d'arriver à suivre son intuition. OK. Ah ouais. Et quand tu arrives à suivre ton intuition, eh ben, tu t'aperçois que ça parle à ton cœur et ça, tu es dans le bon chemin. Et quelquefois, c'est contraire à l'analyse. C'est-à-dire, c'est pas quelquefois, je fais des choses qui sont totalement irrationnelles. Si tu réfléchis un peu, tu dis: «Mais pourquoi il fait ça? Il va s'en prendre plein la gueule, il va avoir plein de problèmes». Quand j'ai commencé ce truc d'hypnose, c'était tout à fait mon intuition qui m'a dicté, hein. C'est l'univers qui m'a dicté ça. Parce que si j'avais été, dans l'analyse, j'aurais dit: «Mais ouais, si tu fais ça, tu vas perdre ton métier, on va te tomber dessus». Ouais, c'est vrai, c'était pas rationnellement. J'étais dans une position sociale, enviable, hein. Un anesthésiste, gagnait très bien sa vie dans le privé. C'est le spécialiste qui gagne le plus avec les radiologues. On le sait pas, on pense que c'est les chirurgiens. Ben non, c'est les anesthésistes. Donc j'étais dans une position sociale très, confortable, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'a fait faire une expertise psychiatrique parce que et ils ont trouvé que c'était, complètement fou ce que je faisais pour, quelques hypnoses, par mois que je faisais à l'époque, je risquais toute une carrière. Alors quand on me dit que je fais ça pour l'argent, ça me fait doucement rigoler parce que c'était pas vraiment la motivation initiale. Bon, c'est vrai que maintenant je gagne confortablement ma vie parce que j'en fais beaucoup, mais à l'époque, c'était pas du tout le cas, hein. Et c'est pour ça qu'ils m'ont fait faire une expertise psychiatrique en disant: «Ben, il est fou, il est fou, il met en jeu son statut social, il met en jeu sa sa confortable situation financière pour faire quelque chose, communiquer avec les défunts par l'hypnose, donc il faut quand même qu'on l'expertise. L'expertise qui s'est avérée normale, hein, je rassure tout le monde. Et les 3 confrères ont dit que je pouvais exercer la médecine. Voilà, que je suis normal. Ça me parle beaucoup ce que tu dis d'écouter son intuition parce que moi j'écoute justement mon intuition depuis que je suis tout petit et je trouve que c'est vraiment notre meilleur GPS dans la vie, quoi. Ah ouais, Ouais, absolument. on peut pas se tromper, quoi. Tu sais, je prends souvent l'exemple, du couple, pour savoir si tu vas passer ta vie avec quelqu'un. Si tu fais la liste des défauts et des qualités, si tu suis l'analyse, tu dis: «Ouais, il y a davantage de qualités que des défauts, OK, je pars avec lui» et puis ou avec elle et puis tu t'aperçois au bout d'un certain temps que les défauts, vont, s'accentuer, qu'il y en aura d'autres, que les qualités vont disparaître et que tu auras tout faux et que tu savais au fond de toi si c'était la bonne personne. Celui qui sait écouter son cœur, il le sait. Et il n'y a pas besoin de faire des stats ou de faire des études, sur, les défauts, les avantages. Il faut écouter son cœur. Voilà. Tout à fait. Et moi, si j'avais pas écouté mon cœur, si j'avais pas écouté mon intuition, eh ben, j'aurais pas fait ça. J'aurais sûrement pas fait ça, par Mmh. exemple. Et d'autres choses aussi. Magnifique. Merci Jean-Jacques, on a envie de papoter encore pendant des heures avec toi. Eh ouais, à chaque fois, on doit m'interrompre, c'est plus fini. Merci beaucoup. Je Voilà. rappelle, ton bouquin, hop, à l'écran, «La guérison spirituelle, le plus grand tabou de la médecine», qu'on trouve partout, hein, j'imagine, à la Fnac, sur Amazon, Ben, dans toutes les j'espère, librairies. j'espère. Ouais, je te le souhaite. Alors merci encore, je te souhaite, une très Merci. belle soirée, une bonne continuation et puis écoute, Merci à tous. à tout bientôt. Ciao, ciao. Merci Julien, au revoir.
Et voilà, les amis, c'était le docteur Jean-Jacques Charbonnier. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Très intéressant de discuter avec Jean-Jacques. J'avais encore plein de questions à lui poser, mais bon, déjà, le format d'1h10 est déjà quand même très long. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver d'ailleurs le podcast sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous? Parce que là, vous le regardez en live sur plusieurs canaux, que ce soit sur LinkedIn, YouTube ou Facebook. Et ensuite, il sera disponible sur toutes les plateformes de streaming, vous savez, comme Apple Podcast, Deezer, Spotify et autres. C'est le podcast C'est quoi le bonheur pour vous? Je vais vous laisser avec cette petite vidéo qu'on a réalisée autour de l'écosystème C'est quoi le bonheur pour vous? Je vous rappelle une date, 21 et 22 février 2026. On se retrouve pour la 7e édition du Congrès Innovation en Éducation. Ce sera à Nîmes. Si vous voulez prendre vos places, vous tapez Congrès Innovation en Éducation dans un moteur de recherche et vous tomberez sur le site internet. Il reste encore des places, bien évidemment. Je crois qu'il y a déjà une bonne centaine de places qui sont parties. Donc on peut accueillir 650 personnes, donc vous voyez, il reste à peu près 500 places. Je vous souhaite le meilleur, là vous êtes, prenez soin de vous, et à très vite. Ciao, ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.